monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci des romans que j'ai lus pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc on va dire que c'est comme la partie 2 de mon bilan. Si vous n'avez pas vu la première partie où je vous parlais de toutes les lectures graphiques que j'ai effectuées pendant ce défi-là, je vais vous laisser le lien juste ici. Comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Donc ici on va vraiment se concentrer sur les romans. Et je m'excuse d'avance pour tous ceux qui ont déjà vu mon top 10 de 2020 parce qu'il y a quand même beaucoup de lectures qui vont se retrouver dans cette vidéo-ci, donc ça fait un petit peu doublon. Mais j'avais vraiment envie de clore le sujet, de vraiment chroniquer toutes les lectures d'un coup que j'avais faites pendant le Pumpkin Autumn Challenge, puis après ça on va pouvoir enfin passer à d'autres choses. Donc on va commencer tout de suite. Il y en a comme pas mal dans le premier menu de ce que je me souviens. Donc le premier menu s'appelait Automne frissonnant et la première catégorie c'est Je suis Médée vieux crocodile, et pour ça j'ai lu Boa par Magali Laurent aux éditions de Mortagne. C'est le tome 1 d'une trilogie et ici on est dans de la dystopie young adult. Ici on va suivre 3 points de vue de 3 personnages vraiment différents, surtout Oksana qui habite dans un cellier, donc dans cette société-là, qui est régie par les boas, on va surtout se rendre compte qu'il y a eu finalement un virus qui est arrivé et qui a transformé les gens en espèces de charognards qui veulent manger la chair humaine, un peu comme une espèce de mix entre des vampires et des loups-garous. Et ces gens-là, finalement, ils ont eu... ben, le vaccin n'a pas été efficace, là, mais ils ont quand même trouvé un remède pour leur deuxième état. Et finalement, ces personnes-là vont quand même avoir besoin de sang humain pour se nourrir et pour pas manger directement tous les humains qui restent parce que sinon il n'y aurait plus de quoi se nourrir. Ils ont décidé de faire des celliers, donc c'est vraiment des endroits où les humains habitent et ils se font pomper leur sang littéralement. À chaque année dans ce monde-là, il y a une loterie qui fait en sorte que les boas les plus puissants vont pouvoir gagner des sacs à sang, donc vraiment les gens qui habitent dans les celliers, pour pouvoir avoir un sac à sang personnel et plus avoir besoin de payer pour acheter du sang. Oksana et son frère jumeau vont être parmi les gens qui vont être tirés pour cette loterie-là. Donc ça c'est pour le résumé. Pour mon avis maintenant, j'ai pas trop accroché au monde. Déjà je suis pas très histoire de virus. On dirait que c'était peut-être pas le moment pour le lire. Franchement, j'ai vraiment eu de la misère à le lire. Puis en plus, j'ai lu en lecture commune, puis je me sentais super mal parce que les filles avec qui je lisais avaient vraiment l'air d'aimer ça, puis d'embarquer à fond dans l'histoire, puis d'être entraînées par ça. Mais moi, vraiment pas. Là. On dirait que tous les événements qui arrivaient dans l'histoire, je pouvais les prédire. Et en plus, j'aimais pas ce qui se passait. Donc pour moi, ça n'a pas été gros coup de cœur, ça n'a pas été un coup de cœur du tout même. Et je trouve ça vraiment plate parce que je voulais vraiment encourager des auteurs québécois, mais je pense pas que je vais continuer la série. Ensuite, pour la sous-catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge, j'ai lu Scarlett par Véronique Blanchet, donc c'est le tome 1, Le Faucheur d'âme, aux éditions Lucerne Rousse. Par contre, autrice québécoise, et ça a été un coup de cœur, ça s'est retrouvé dans mon top 10 de 2020. J'ai vraiment adoré le concept. Ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Scarlett et qui est hybride, donc qui est moitié homme, moitié animal. Et il va grandir dans une ferme, il va ignorer tout. Qu'est-ce que les hybrides, qu'est-ce qu'il est lui-même. Vraiment caché de tout le reste du monde. Et à un moment donné, il va en apprendre plus sur sa famille, il va vouloir aller voir qu'est-ce qu'il y en est, s'il y a encore des membres de sa famille vivants, s'il y a quelqu'un qui peut l'aider à comprendre un peu ses origines. Et en chemin, il va se rendre compte qu'il y a un faucheur qui veut essayer de tuer tous les hybrides. Donc en même temps, il veut avoir des réponses, mais il veut aussi se protéger pour pas se faire tuer non plus. Et il va avoir des réponses et encore plus de questions. Donc pour moi, c'était vraiment... l'histoire, c'était un monde médiéval fantastique. Donc tout de suite, j'étais happée. Oui, c'était du jeunesse, mais c'était super bien ficelé. Il y a des fois, ça ressemblait un peu à Harry Potter, certains éléments, mais en parlant avec l'autrice, c'était vraiment pas voulu
je pense que c'était vraiment des coïncidences, mais en même temps, dans le fantasy fantastique, c'est vraiment dur de réinventer tout à 100%. Donc, je comprends qu'il peut y avoir des fois certaines similitudes sans que ça soit volontaire. Là, je sais qu'il va y avoir le tome 2 qui sort bientôt, puis j'ai super hâte parce qu'il va y avoir des créatures fantastiques. Ça, c'est vraiment mon délire. J'ai vraiment hâte. Et je vous conseille vraiment, là, c'est assez court, ça se lit super vite. Et comme je disais, j'ai juste hâte de lire la suite. Pour la sous-catégorie Les supplices de la belladone, il fallait lire un livre avec une couverture noire. Donc j'ai décidé de lire Chronique de l'érable et du cerisier, donc le premier tome, Le masque de No, par Camille Monceau, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'étais super contente de lire ce livre-là parce que le Japon me manque énormément. On peut pas voyager en ce moment, mais là de pouvoir voyager au Japon, et en plus dans une autre époque parce que c'est une fiction historique, j'étais vraiment trop contente. Donc ici on va suivre un jeune garçon, un orphelin qui va être élevé par un ancien samouraï qui va lui apprendre le maniement de cette arme-là. Et de fil en aiguille, malheureusement, le samouraï qui se pensait vraiment bien caché aux yeux du reste du monde va se faire découvrir et quelqu'un qui voulait se venger va le tuer. Le jeune Ichiro va se retrouver tout seul et malheureusement sans le sou, va devoir aller travailler à Edo, qui est aujourd'hui Tokyo, pour gagner sa vie. Malheureusement, en chemin, il y a des gens qui vont vouloir le vendre comme esclave sexuel, va réussir à se sauver. Rendu à Edo, il va se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés qui vont se dresser sur son chemin. Il va non seulement avoir des gangs de rue qui veulent pas qu'il soit sur son territoire. Évidemment, il n'y aura pas de logement, il va vivre un peu comme un itinérant. Il va avoir vraiment de la misère à gagner sa vie jusqu'à temps qu'il se lie d'amitié avec un poète qu'il a rencontré en prison. Et à partir de ce moment-là, sa vie va aller de mieux en mieux, il va prendre confiance en lui, il va redevenir le Ichiro d'avant tous ces mauvais événements-là. Il va travailler dans une maison de saké qui fait aussi théâtre un peu illégal la nuit. Il va se retrouver sur scène comme acteur et entrecoupé de ça, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui a un masque tout le temps sur elle, un masque de théâtre No. Et on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il faut qu'elle cache son visage. C'est vraiment un masque là, qui est attaché derrière sa tête et qu'elle peut pas enlever. Donc, beaucoup de mystère par rapport à ça, et je vous dirais que la fin, je la voyais vraiment pas venir et j'ai juste hâte de pouvoir prendre le deuxième tome parce que autant il y a de la mythologie qui se mêle à ça, il y a de l'historique, c'est pas fantastique du tout, mais c'est vraiment les traditions japonaises là, sont parfaitement bien décrites et je sais que l'autrice a fait beaucoup de travail de recherche. C'est une amoureuse du Japon, mais aussi de la littérature japonaise et ça se ressent vraiment beaucoup dans ce livre-là. Donc je vous conseille vraiment si vous aimez le Japon et puis maintenant j'ai juste envie de lire plein de livres qui se passent là-bas pour satisfaire le vide que ce livre-là a laissé en moi en attendant le deuxième tome. Ensuite de ça, pour la sous-catégorie Esprit es-tu là, j'ai lu Portalington par Stéphanie Perron, le livre 1 de sa série Les damnés aux éditions Lucenrousse. Déjà ici on est vraiment dans un monde qui est différent du nôtre parce qu'on est dans un univers steampunk. On suit surtout une jeune fille qui s'appelle Eleanor et qui malheureusement va mourir. On sait pas, au début du roman du moins, on sait pas comment. Et cette jeune fille-là va se réveiller à Altaria, qui est comme un monde après la mort où les gens vont comme continuer leur vie. Mais elle veut pas aller dans ce monde-là. On se rend compte que ça a l'air un peu d'une dystopie militaire qui veut vraiment enfermer les gens dans cet endroit-là. Donc elle va réussir à se sauver de ce monde-là en volant une relique qui sont très rares et qui permettent aux gens de revenir dans notre monde. Cette relique-là, c'est des goggles, donc des lunettes steampunk. Et ça va fusionner avec son corps. Donc personne qui voit ces reliques, elle, ça va lui procurer certains pouvoirs. Donc chaque personne qui revient avec des reliques, ça va lui permettre d'avoir un pouvoir différent. Et c'est là qu'elle va se lier avec les damnés. Les damnés, ça va être des gens comme elle qui sont revenus, mais au début, on sent que vraiment l'animosité envers Eleanor, mais on ne sait pas pourquoi. Elle se rend compte vite que si elle traîne autour de sa famille ou des gens à qui elle tenait auparavant, ben, il y a des gens qui en veulent à sa vie, donc ils peuvent tuer sa famille. Donc elle va devoir vraiment se retirer
de son ancienne vie, donc ça va être très difficile pour elle, donc je vous en dis pas plus sur l'histoire. Donc c'est vraiment une lecture qui se lit vraiment vite parce que l'écriture est assez directe, il n'y a pas de fioritures, tout ça. Il y a par contre des fois un petit peu trop de répétition au niveau du vocabulaire. Je pense qu'il y aurait matière à bonifier ça peut-être dans les prochains tomes. Je sais pas si je vais continuer cette série-là, mais si vous aimez le Young Adult, le Steampunk, il n'y en a vraiment pas beaucoup au Québec, donc je vous suggère d'aller voir ce livre-là. Ensuite, on va passer au deuxième menu pour la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. J'avais lu Wicca, le manoir des sorcelages par Marie Anigno. Ça a été parmi mes coups de cœur de 2020. Et franchement, pour qu'un livre si court et comme vraiment pour les plus jeunes me plaise, c'est qu'il faut vraiment le détour. L'autrice, elle a une super belle écriture. Franchement, des fois j'avais l'impression de lire un poème tellement que c'était imagé, tellement que c'était recherché. Ici, on va suivre surtout une sœur et un frère qui s'appellent Avril et Octobre et qui sont des sorciers wiccans. Ils vivent en campagne française, plus précisément dans le Berry, où il y a déjà des légendes à propos des cercles de pierre, et l'autrice s'est vraiment inspirée de ça pour son roman, puisque autour de la maison il y a un cercle de pierre et puis un jour il y a juste une pierre qui décide de partir et malheureusement le cercle est brisé et les esprits qui étaient repoussés par ce cercle-là peuvent maintenant rentrer dans la maison et attaquer les sorciers. Ils vont, avec l'aide d'un feu follet et d'une de leurs amies qui n'est pas sorcière, essayer de retrouver cette pierre-là. Et j'ai trouvé ça super. Franchement, l'histoire était originale, c'était vraiment unique. En plus de ça, il y a une super belle morale pour les jeunes qui parle de problématiques là, de tous les jours, là, pas nécessairement reliées à la sorcellerie. Donc je recommande à tout le monde, que vous soyez enfant, adolescent, adulte, et honnêtement, si ça peut devenir une série là, pulp fiction, là, si vous entendez ma vidéo, entendez aussi mon cri du cœur que j'aimerais que ça soit une série, je sais que je suis pas la seule à penser ça. Dans la même sous-catégorie, j'avais aussi mis L'envol du phénix par Nikki Popretto. Là, je pense que je passe du plus petit livre au plus gros livre. Mais honnêtement, c'était aussi un coup de cœur qui s'est retrouvé dans mon top 10 de 2020. On dirait que j'ai vraiment fait beaucoup de bonnes lectures en fin d'année et c'est tant mieux parce que j'en avais vraiment pas fait beaucoup durant le reste de l'année. On dirait que j'ai peut-être plus choisi des bonnes lectures ou que le Pumpkin Autumn Challenge m'inspire un peu plus, donc à voir. Mais j'espère que cette année ça va pas faire la même chose parce que c'est quand même long. Les 3/4 de l'année où il y a juste quelques bonnes lectures. Pour revenir au livre, ici on va suivre deux jeunes sœurs, des orphelines qui veulent devenir dresseuses de phénix, mais pour ça il faut des œufs de phénix évidemment qui sont très rares. Ils vont en trouver vraiment sur un coup de chance et ils vont essayer de les faire éclore, mais il y a seulement celui de la plus jeune qui va éclore, celui de Véronica. Et malheureusement sa sœur Val, qui est très manipulatrice et très contrôlante, va être très jalouse que seul un des œufs éclot et elle va tuer le phénix de sa sœur. Mais malheureusement, les phénix, quand ils naissent, ils se lient avec les êtres humains. Ça fait vraiment un lien entre les deux comme des âmes sœurs, et quand tu coupes ce lien-là, c'est vraiment comme si tu perdais une partie de ton âme. Donc Véronica va être vraiment désorientée, puis elle est vraiment juste tannée de l'attitude de sa sœur, fait qu'elle va quitter, se rendre compte qu'il y a d'autres dresseurs de phénix sur cette partie de l'Empire-là. Et avec de la chance, elle va tomber sur eux. Malheureusement pour elle, ce sont que des hommes et ils prennent que des hommes comme apprentis. Donc elle va devoir se travestir pour aller dans leur camp. Il y a eu tellement de rebondissements dans cette histoire-là. Il y a tellement un univers qui est creusé, qui est travaillé avec un historique qui se passe sur quasiment des centaines d'années, parce que tu entends parler de toute l'histoire qu'il y a eu avant, qui nous mène jusqu'à ce point-là, à ce moment-là de ce récit. C'est pour ça que c'est si gros là, c'est parce que déjà il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs personnages, mais aussi il y a tout cet aspect-là historique qui est amené, et en plus de ça, entre les chapitres, tu as des inserts d'encyclopédies ou de lettres qui ont été envoyées par d'anciennes reines qui régnait sur cet empire-là. Donc je trouvais pour ça que c'était vraiment un bon livre de fantasy. Je vous en ai parlé souvent, là, c'est pas pour rien. Malheureusement, ça traînait un peu en longueur. Je pense que l'autrice, elle aurait pu couper beaucoup. Il y a quelques répétitions qui se font
qui était peut-être pas nécessaire. Donc, j'ai pas donné la note parfaite, j'ai donné un 4.5 sur 5 à cause de ça. Mais je vais lire avec plaisir le deuxième tome, même s'il est encore plus long que celui-là, puis ça me fait vraiment peur. Ensuite de ça, pour le menu L'Automne des Enchanteresses et la sous-catégorie Nausicaa, la Vallée du Vent, j'ai lu Terminal, le tome 1 par Noémie Gauthier. Ça s'appelle Insaisissable et c'est aux éditions du Bouclier. Honnêtement, quand j'ai reçu ce livre-là, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension parce que c'est la science-fiction et pas pour être méchante, là, mais c'est les Québécois. Et au Québec, on n'est pas vraiment reconnus pour être les meilleurs en science-fiction, mais honnêtement, j'ai complètement été bluffée par ce livre-là. Franchement, c'est passé à ça d'être dans mon top 10 de 2020. Ça m'a complètement surpris par surprise. L'autrice est quand même assez jeune, mais l'écriture là, est vraiment chouette. Et puis tout l'univers qu'elle a créé aussi, c'est complètement fou. Ici on est sur Terre, mais il y a eu les extraterrestres qui sont venus envahir la Terre. Mais chose étrange, personne ne les a jamais vus. Je sais pas s'ils sont invisibles, ou s'ils savent vraiment bien se cacher, ou c'est peut-être comme une forme de créature que... Je sais pas. Honnêtement, tant de questions encore après la lecture de celui-là. On suit surtout Joey qui est un adolescent qui va se faire repérer par une base militaire humaine qui n'ont pas été corrompus par les extraterrestres et ils vont se faire secourir et se faire ramener à la base. Et puis c'est là qu'il va commencer sa formation militaire lui aussi pour pouvoir rejoindre les rangs des humains et évidemment essayer un jour de battre ces extraterrestres-là qui leur ont tout pris. Et ils ont pris la planète, ils ont tué tout le monde, et puis il y a vraiment pas beaucoup de survivants à ces attaques-là. En plus de ça, ils ont comme modifié certaines personnes, certaines créatures pour faire des espèces d'hybrides entre des humains, animaux et des robots qui sont là juste pour aller prendre des gens et les ramener dans les bases des extraterrestres. Et ça va être vraiment bizarre parce que autant il y a des gens à l'interne dans les bases humaines que tu n'as pas confiance en eux, qui peuvent te trahir à tout moment. Et en plus de ça, il y a la menace extraterrestre à l'extérieur. Bref, c'est que du suspense tout le long, c'est vraiment bien construit, les personnages aussi sont bien construits. J'ai vraiment aimé le personnage de Joey qui fait pas comme les autres, qui fait vraiment attention à ses amis aussi, qui a vraiment un cœur sur la main, qui tient aux gens puis qui veut vraiment défendre sa planète. Donc je vais pas vous en dire trop non plus parce que je sens que je pourrais vite vous révéler certains punchs de l'intrigue, mais honnêtement là c'était vraiment une belle surprise et je sais qu'il y a un tome 2 de sortie. Donc je pense que j'aimerais ça continuer cette série-là. Ça a été, comme je disais, c'est passé à ça d'être dans mon top 10 de 2020. C'était le numéro 11 puis malheureusement, ben j'ai décidé d'en mettre juste 10. Mais ça vaut vraiment le détour là, si vous avez la science-fiction un peu plus axée jeunesse. Ça, je pense que c'est axé young adult, mais franchement, c'est super. Puis l'édition du Bouclier, là, ça me donne vraiment envie de découvrir leurs autres publications. Là. Je trouve qu'ils font vraiment un travail de qualité, puis j'ai vraiment hâte de lire les autres livres qu'ils vont publier. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, pour ma deuxième partie de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, où je parlais plus des romans que j'ai lus pendant ce défi. Comme d'habitude, vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce à cette vidéo et à vous abonner. Je sais que je le dis pas souvent, mais franchement, ça fait vraiment toute la différence et je vous remercie chaque personne qui s'abonne. Ça me fait super plaisir. Donc nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!